On a ça dans les bacs, mais on va finir par réussir à... Qu'est-ce qu'on a fait en 2025 ? On a sorti 2 films sur YouTube. On en a tourné un 3e qui sort dans un mois. En revanche, l'objectif, c'était de se dire, on reste pas là-dessus, on veut faire autre chose et encore beaucoup plus ambitieux. On a tourné 2 épisodes de notre nouveau podcast qui s'appelle... Je peux spoiler un truc ? Le premier, c'est... On va se faire un petit stage de survie, je pense. Non mais laissez-moi tranquille, en fait, j'ai pas envie de faire ça. Tu sais où tu pars avec un couteau et puis rien à manger. Mais c'est tellement mort. Vous me raconterez. Il y a pas un monde où je fais ça, je te jure. Souvenez-vous de ce moment. « 2025, ça y est. Clem, c'est terminé. On arrive sur cette nouvelle année 2026. T'es prête ? Très prête. Petite pause, mais très prête. Franchement, on a fait une belle année, hein. Ouais. Une de plus. C'était pas forcément si facile à prévoir après une année 2024 quand même sur les chapeaux de roue. C'est la plus grande torture, c'est-à-dire que le plus grand truc qui nous torture l'esprit, tu te dis bon, on a fait... dès que tu fais un accomplissement, tu te dis comment je vais au-delà, quoi. C'est ça, dans notre Wrap 2024, on se disait bon, tout le monde nous attend au tournant, d'ailleurs on se disait pas, hein, tout le monde nous attendait au tournant après une année... après Macron, en fait. Après le président, etc. Et j'ai la bonne nouvelle de te dire, même si toi tu le sais déjà, mais que on est à peu près en croissance sur tous les métriques. Notamment celui qui croit moins que par le passé, qui est celui de l'audio pur, celui sur lequel à la fois c'est le cœur pour nous et à la fois c'est celui sur lequel on met pas d'énergie d'un point de vue innovation, tu vois, parce qu'on met plein d'énergie sur la vidéo. Et pourtant, l'audio pur grossit énormément cette année aussi. Les plateformes. Ouais, les plateformes grossissent encore énormément. C'est assez intéressant de voir que des gens nous découvrent encore en podcast audio. Évidemment, sur YouTube, bon, on en parlera tout à l'heure, et sur les réseaux, sur Insta, ça continue à progresser et ça, on est encore loin de ce qu'on peut faire. Mais sur le podcast audio, on est quand même toujours parmi les plus gros podcasts français, en tout cas tout type de podcast confondu, entertainment, catch-up, radio, etc. On est toujours là et on est toujours en croissance. Donc ça, c'est bien. Sachant qu'en plus, c'est aussi là où reste le cœur de notre modèle économique. Bien sûr. Et puis on va continuer puisqu'on a des tas de nouveaux projets qui sont en train de sortir. Après aussi la sortie de Combien ça gagne l'année dernière qui est lui complètement en croissance aussi. Et puis les évolutions sur la martingale. Donc c'est cool. Par quoi on commence, Clem ? On fait un bilan ? Déjà je te check. Moi aussi je te check. Parce que t'es super ma poule. On va on travaille, on a ça dans les bacs, mais on va finir par réussir à s'associer. Tout à fait. Donc peut-être tu décides qu'on ne fait pas de bilan et qu'on spoil complètement la suite de cet épisode. Non, mais c'est une grande nouvelle. Et puis c'est une très bonne chose. Moi, je suis aussi ravi de t'accueillir comme associé dans ce business. Et puis toi, que tu m'accueilles dans ton univers pro. Et puis ton podcast aussi, Combien ça gagne, qui va rentrer dans tout ça. Qu'est-ce qui va se passer là-dedans ? L'objectif, c'est de créer une société. Enfin, c'est plus qu'un objectif. Elle sera créée au moment où cet épisode sera sorti, plus ou moins. Elle existe, elle est créée. Qui va s'appeler Collision Production et qui va être une société de production de contenu au sens large, pas que de podcast. Dans laquelle on met tout, en fait. Dans laquelle on va... Donc, ça va être l'entité qui produit Génération Do It Yourself, Combien ça gagne, tous les films qu'on fait, tous les formats vidéo, tous les formats YouTube, le nouveau podcast qu'on est en train de lancer en ce moment, qui s'appelle Fleuron, on va en parler. Et puis, donc ça c'est pour l'existant, et ensuite la martingale aussi, et puis tous les futurs projets qui n'existent pas encore, mais en gros, tous nos projets médias, on les met dans cette société de production, c'est ça l'idée. Exactement, et ça c'est une très bonne chose. On va avoir donc Génération Do It Yourself, et tous ses réseaux et sa chaîne YouTube. On va avoir Combien ça gagne, on va avoir Fleuron, on va avoir tous les films qu'on produit. On va avoir quelques événements aussi qu'on produit dans tout ça. Et ça va grossir petit à petit, toujours, mais c'est très cool. Et puis quand même plein de petits projets, gros projets en parallèle, de personnes qui tournent autour de notre écosystème, avec qui on va
créer des choses dès cette année. Moi, je suis super impatient. Alors, par quoi on enchaîne là-dessus? Tu veux faire plutôt un bilan ou plutôt une projection? Commençons par faire un bilan. Allez. Bon, déjà, l'année dernière. Donc, on va commencer un peu par peut-être un bilan un peu plus général de comment tu t'as ressenti cette année 2025. L'année dernière, en décembre, tu as écrit dans une de tes newsletters, est-ce que je le lis, ce que tu voulais faire, non pas tous les projets concrets, mais l'état d'esprit dans lequel tu voulais te mettre en 2025. Courage, pas se laisser porter, avoir plus d'intention, que les envies dépassent les besoins, répondre à ce qui nous appelle et pas juste à ce qui s'impose à nous, mettre plein de discipline et de la rigueur, notamment dans du sport, de la clarté, simplifier pensée et propos, et de l'ambition, redéfinir ce qui nous porte sans se laisser happer par ce que les autres attendent de nous. Et puis tout ce qui finalement perdure d'une année à l'autre, rester positif, continuer d'avoir faim, de se battre pour tout ce qui est juste, et puis appliquer tes 2 mantras qui sont « The best is yet to come », le meilleur est à venir, et « Fluctuate nec mergitur ». Voilà. Qu'est-ce que ça t'évoque déjà? Comment tu te sens par rapport à l'accomplissement de tout ça? Je suis pas dans l'auto-congratulation, hein, généralement, tu le sais, je suis plutôt assez exigeant, mais je trouve que selon les univers, mais a pas été trop mauvais là-dessus, sur l'ensemble. Je suis d'accord. L'intention, ne pas se laisser porter par le regard des autres. Moi, j'ai énormément progressé là-dessus, mais un truc de ouf. C'est-à-dire que tu vois, ces dernières semaines, ces derniers mois, j'ai eu beaucoup de presse, par exemple, plutôt en bien et plutôt sympa. Et il y a beaucoup de trucs que j'ai même pas vraiment lus. C'est-à-dire que je sais que c'est sympa, donc je m'en préoccupe moins, mais je sais que je veux pas gonfler mon ego de plein de choses, et je me dis, en fait, je veux qu'on avance. Je trouve ça bien qu'on parle de moi et qu'on parle de nous. C'est une consécration et pas mal de beaux titres, très beaux titres même, mais c'est pas du tout le délire. Et si jamais je dois aller plus loin sur tout ça, je pense que l'endroit, pour commencer par le négatif, où le bas blesse, c'est peut-être rester très positif. C'est-à-dire que ça, c'est un de mes marqueurs. J'ai trouvé ça plus difficile cette année qu'habituellement. Pourquoi? Et rester très confiant sur l'avenir, c'est ça qui était plus difficile. Exactement. Et je trouve que y a 2 choses. Il y a la situation, je pourrais dire politique, mais générale de la France. C'est-à-dire que je trouve que on se fractionne, on aurait beaucoup plus de raisons d'être heureux, d'être français, et de se projeter, d'être optimiste. Que là, en fait, les médias, les politiques, les gens dans l'ensemble sont très pessimistes. Et ça, moi, ça me tord les boyaux. Je t'assure, je me dis, mais à un moment, bon, alors j'essaye d'être un moteur dans tout ça, mais je trouve que c'est vraiment pas un truc que j'ai trouvé que 2024 avait été extra avec les JO. On a senti que sur la fin, ça partait dans l'autre sens. Et alors 2025, c'est vraiment annus horribilis, quoi. Et donc ça, je t'avoue que donc on va continuer à se battre, mais j'ai trouvé que c'était le plus dur. Pourtant, nous, dans nos univers, on arrive à émerger. Enfin, moi, c'est peut-être l'année où je suis la plus confiante sur nous, ce qu'on fait, tu vois. Et la direction que ça prend pour nous, et à la fois tous les signaux et tous les jours et tous les gens avec qui on parle dans Génération Do It Yourself et qu'on rencontre quand on fait des interviews, des films, etc. Tous les signaux nous disent que l'avenir est incertain. Que quand t'es français, européen, ça va être de plus en plus difficile d'être compétitif ou d'avoir un edge, comme on dit. Mmh. Mais nous, on arrive à bien avancer pour décortiquer tout ça. Et moi, j'ai quand même le sentiment que c'est notre rôle, c'est notre mission. Tu as raison. Et donc, dans l'accomplissement de notre mission, je trouve qu'on est meilleur pour comprendre que c'est ça notre mission, dans cette adversité, entre guillemets. Et petit à petit, on y arrive de plus en plus. Après, bon, il y a plein de marches à franchir encore. Hein, mais... Et le deuxième aspect, moi, je dois dire, c'est vraiment... je parlais du contexte, mais le deuxième aspect, c'est l'aspect technologique. Clairement, les enjeux technologiques, aujourd'hui, on se rend compte que, après ce voyage en Chine dont on va reparler, sur tout ce qui est hardware, on n'est quand même pas... on n'est pas au sommet du game, hein, on n'est pas en haut. Et sur tout ce qui est software, en fait, après le voyage aux US et l'évolution de cette année sur l'IA, en fait, c'est pareil. Moi, j'utilise pas une IA française, pas une seule. Je veux dire,
Le Chat et Mistral, c'est très bien en concept. On va te dire c'est pas un truc grand public, mais en fait le grand public, nous quand tu vois la somme d'IA qu'on utilise, comme on a transformé, notre équipe cette année c'est 6 personnes. Je pense qu'on fait travailler l'équivalent si on avait dû mettre ça du à quelques double. Ouais, je pourrais dire avec 15. Ça dépend si quand est-ce que tu compares, mais oui. Même si tu compares à seulement il y a, 3 ans, c'est l'équivalent du double. Donc je pense que les IA, nous aujourd'hui, on pourrait parler de 6-7 équivalents temps plein. Donc c'est fou. Et ça, c'est pas sur des IA françaises, c'est de l'argent qu'on donne à des Américains, et qu'il y a un moment où en fait tout ça me travaille, et je me dis que oui, comme tu le dis, c'est notre rôle de pousser les gens à se dire il faut qu'on y aille, il faut qu'on soit fort, il faut qu'on soit créatif, et il faut qu'on soit soudés en France et en Europe. Mais il y a un enjeu là-dessus qui est un enjeu marquant. Donc je trouve que sur l'ensemble des propositions que tu me fais ou des choses dont on a parlé l'année dernière dans cette newsletter, je pense que c'est celle sur laquelle je pense qu'il faut qu'on soit encore plus fort en 2026. C'est celle où il y a un tournant, parce qu'avant, on est sur l'année d'avant des élections, et sur lequel, en fait, faut pas que tout ça s'effondre, quoi. Non, il va se passer des choses. Bonjour, je voudrais vous accueillir dans la communauté des switchers, parce que j'ai désormais switché. Je voudrais vous dire de venir parmi nous. Nous sommes de plus en plus nombreux, et comme Bernard aujourd'hui, j'accompagne un grand nombre d'entre vous dans notre communauté. Non, je déconne. J'ai switché sur mon Samsung Galaxy Book 5 Pro. Ça a été beaucoup plus simple que ce que je pensais, et finalement j'aurais pu m'y attendre parce que c'était pareil il y a 3 ans avec mon Z Fold, et aujourd'hui, ça y est, je suis complètement intégré et je suis hyper content. Et puis je voulais même un peu plus parce que Samsung m'offre un peu plus avec ses ordinateurs. Une connectivité totale, une IA, une expérience IA que je trouve nulle part ailleurs, un écran tactile et plein de fonctionnalités qui me permettent d'échanger entre mon téléphone, mon ordi et puis le monde extérieur. Bon ça y est, notre série sur les switchers touche à sa fin. Si vous avez loupé les 3 premiers épisodes, je vous invite à regarder en dessous de cette vidéo le lien. L'idée, c'était aussi évidemment de vous proposer un partenariat différent de ce qu'on voit d'habitude, pour vous présenter quelque chose qui est vrai, parce que, en effet, ce switch, moi, à un moment, il m'a un petit peu stressé. Et en fait, aujourd'hui, je suis le premier heureux d'être parmi les switchers. Si vous aussi, vous voulez sauter le pas, vous avez un code que je vous propose maintenant, qui est Do It, comme à mon habitude. Vous allez sur le Samsung Pro Shop de ma part et vous aurez 10%. Allez, venez switcher avec nous. On fait un petit bilan de ce qu'on a fait, et puis ensuite on parlera des épisodes passés à venir. Bon, nos gros défis à la fin de l'année 2024, c'était 2 trucs. C'était grossir énormément sur YouTube. Ouais. Et fait. Ouais. Donne. Et devenir vraiment un média à part entière avec plusieurs shows, plusieurs émissions, plusieurs concepts, et un groupe média un peu qui unifie tout ça. Pareil, Donne. On a lancé cette boîte Collision. Qu'est-ce qu'on a fait en 2025 ? On a sorti 2 films sur YouTube, 2 longs formats. On en a tourné un 3e qui est en production, qui sort dans 1 mois à peine. Sur la Chine, si vous voulez suivre tout ça, vous vous abonnez à ma newsletter sur gdiy.fr/mail, je crois, à mon avis. Ouais. Donc, vous le trouverez sur gdiy.fr sinon. Donc ça va être... on en parlera peut-être un peu après, mais c'est notre plus grosse production, le film dont on sera le plus fier, c'est sûr, jusqu'à présent. Enfin, ça va être... on a tellement hâte de le sortir, on est tellement excités de ce film, c'est juste extraordinaire tout ce qu'on a vu, appris en Chine, tout ce qu'on a réussi à capturer. Bref, donc avec une probable avant-première en janvier. Ouais, probable avant-première en janvier. Les places seront chères au sens figuré, pas au sens propre. Donc on a sorti 2 films, on en a tourné 3, le 3e arrive. On a explosé tous nos records sur YouTube, on est passé de 40 000 abonnés il y a 12 mois à 110 000, un truc comme ça. Ouais. Donc ça reste des chiffres, nous on n'est pas youtubeurs de base, donc ça reste des chiffres qui peuvent être petits quand tu regardes les énormes youtubeurs, mais juste le truc a doublé, quoi. Enfin, c'est... Ouais, et c'est intéressant parce qu'on a une audience qui est... les énormes youtubeurs, ils ont une audience YouTube native. Nous, on a du YouTube natif, mais on a aussi énormément de personnes qui sont moins habituées à YouTube. Et je vois aussi... Commence à avoir du YouTube natif. Et donc, on a aussi beaucoup d'abonnés sur YouTube qui... alors, une partie des abonnés audio qui se mettent à regarder. Ouais. C'est intéressant, moi je m'y attendais pas. Même dans une catégorie d'âge, tu vois, que tu soupçonnerais pas, quoi. Tout à fait. Et donc je le vois après sur des gens, beaucoup de gens qui nous regardent ou qui nous écrivent, qui nous disent oui, j'ai regardé cet épisode, j'ai regardé, alors qu'avant on était sur j'ai écouté. Donc on sent un shift très fort là-dessus. Et c'est une bonne chose parce que ça nous permet d'ouvrir
des nouveaux projets, quoi, des nouvelles ambitions, comme nos films évidemment. Et puis finalement de trouver une audience pour des nouveaux formats qui font beaucoup plus de sens en vidéo et de le faire avec un vrai public qui commence à se fidéliser là-dessus et à comprendre que c'est aussi des trucs qu'on fait. Avec un narratif ou une ambition qui est toujours la même, tous nos contenus, l'objectif c'est de l'intelligence, de l'apprentissage dans un écran good vibes, casual, d'entertainment si vous voulez. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre en 2025 ? On a doublé la taille de notre équipe, donc il faut quand même le mentionner. C'est pas faux. Voilà, donc on a investi dans notre équipe qui est super, on les embrasse. Mathéo, Manon, Axel, Clément et puis d'autres qui arrivent en janvier peut-être. On a fait 1 an complet de Combien ça gagne qui s'est lancé... je sais même plus. En novembre 2024. Ouais, donc un peu plus d'1 an. Combien ça gagne. Bravo, voilà. encore, check encore grande croissance. Grande croissance, combien ça gagne, grande aventure, tous les métiers. Donc combien ça gagne dans lequel je décrypte les modèles économiques de tous les métiers sur lesquels on s'interroge dans la vie de tous les jours, de boulanger à avocat, coiffeur, médecin, expert comptable. Vas-y, on commence ceux qu'on n'a pas essayé. Tu commences par lesquels ? Alors, mon dernier, ou un des derniers que j'ai sorti, une plongeuse professionnelle, plongeuse de l'extrême. Donc, c'est les gens qui plongent à plus de 20 mètres. Red Bull, c'est le nom de la compète, en fait. C'est un circuit Red Bull. Cet épisode exceptionnel à écouter. Et dans les métiers un peu plus normaux sur lesquels on peut se poser la question, récemment aussi, j'ai fait un épisode exceptionnel avec un kiné. Voilà, ça c'est un classique, combien ça gagne, donc il est ouf. Adoré cet épisode. Avec un dentiste aussi récemment, bref. Envoyez-nous, si vous avez autour de vous des gens qui sont assez ouverts, des propositions. Il y en a que tu cherches la spécifique. Chauffeur de taxi. Ouais. Chauffeur Uber aussi. Chauffeur Uber, chauffeur de taxi, chauffeur Uber. Qui j'ai beaucoup de mal à trouver. Un serrurier, donc j'ai plein de contacts de serruriers, mais finalement à chaque fois ils veulent pas parler. Qui veut parler, ok. Serrurier, plombier, j'ai pas. Et puis, dans les trucs un peu what the fuck, moi j'aimerais bien un dealer. Ah ouais, un dealer serait trop bien. Il faudrait pas le filmer, mais bon, on peut ne pas filmer. Un pilote d'hélicoptère ? Ouais, pilote d'hélico. Ah, j'ai ça. Faut qu'il soit indépendant, le pilote d'hélico. Un paparazzi, j'adorerais. Ah, il nous a pas répondu, notre ami. Non, mais on va le relancer. Ok. Et combien ça gagne ? L'objectif, en gros, c'est de comprendre les modèles économiques de tous les métiers qui nous entourent au quotidien. Mais aussi de déstresser un peu le fait de parler d'argent de manière un peu relaxe. En aucun cas, c'est de l'éducation financière. Moi, j'y connais rien. Donc, c'est un peu mon point de départ dans ces interviews. C'est que si moi, je comprends, tout le monde comprend. Et l'objectif, c'est un peu de dire on peut parler de thunes vraiment de manière hyper précise sur combien gagnent les gens sans que ça fasse un sketch derrière. Ce qui est marrant sur les épisodes, tu me dis si je me trompe, mais c'est qu'à la fin, dans tous les métiers, on se dit non, mais eux, ils gagnent une tonne. À la fin, en fait, ils gagnent. Enfin, tu gagnes vu beaucoup, les charges et tout ça, en fait, t'arrives jamais à. Bon, sauf le photographe de mariage de l'année dernière, mais. T'as des métiers où tu gagnes énorme alors que tu pouvais pas forcément soupçonner. Et après, t'as plein de métiers où tu dis ils gagnent une tonne et en fait, c'est quoi une tonne, tu vois. Et donc, en effet, ça a fait relativiser. L'opticien, c'est pas tant la folie que ce qu'on pensait, par exemple. Voilà, mais après, tous les métiers sont un peu amenés à ce que je les refasse tous les ans. Ok. Et en fait, t'as ce truc où t'as de tout, et donc c'est aussi ça qui est intéressant. Mais voilà, donc combien ça gagne ? Allez-y, c'est super. Un agent de footballeur. Moi, j'aimerais bien que tu fasses. Il arrive bientôt. Ah, normalement, cool. En janvier. Agent de Trop bien. foot. Agent de joueuse de foot. Toutes les meilleures joueuses de foot espagnoles. Abonnez-vous à Combien ça gagne si vous voulez rendre service à Clem, parce que c'est en s'abonnant que vous allez aussi penser à tout ça sur les plateformes et sur YouTube. C'est clair. Okay. Sur les plateformes. Pas d'email encore ? Pas de newsletter ? Pas de newsletter encore. Ok. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre ? On a déployé une nouvelle DA pour Génération Do It Yourself. Oui. On a fait ça au début de l'année, je crois. Je pourrais pas te dire, je me souviens plus. Février, je crois. Février-mars. Jonathan Dacosta, le sang, la veine. Une star. Ouais, on est trop contents. Ce qui est bizarre, c'est que si vous remontez un peu sur nos... l'impression d'être en 2010. Ouais, c'est clair, sur nos anciens épisodes, vous allez voir l'ancienne DA. On n'a pas eu trop de retours. Quand même, si. Non, mais pas de mauvais en tout cas. Souvent, quand tu changes un peu, t'en as. Voilà, on a voulu faire quelque chose. Je pense que c'est parce que c'était peut-être trop old school avant. Trop old school. Bah, l'essentiel, je l'avais fait solo sur PowerPoint, donc ça pouvait pas être pire. Mais comme quoi, ça n'a pas empêché Génération Do It Yourself de grossir. Mais avec un objectif qui était assez clair, qui était un peu de premiumiser. La proposition de valeur. On avait dit à Jonathan, je voudrais que ce soit
une DA qui puisse permettre à donner envie à une marque comme Rolex de devenir sponsor. Rolex n'est pas encore sponsor, mais en l'occurrence, l'idée, c'est pour vous donner un peu l'intention, se dire, en fait, on veut être perçu comme un média premium, haut de gamme, intelligent, comme peuvent l'être les Échos, Challenge, beaucoup de médias on va dire en print, être un endroit sur lequel on peut s'associer avec des belles marques. Des marques institutionnelles aussi. Institutionnelles, ouais. Et donc, je trouve que c'est en bonne voie. On est très contents, très fiers de ça. Ouais. Merci Jonathan. Allez le consulter aussi si vous cherchez un DA. On a tourné 2 épisodes de notre nouveau podcast qui va sortir en février ou mars. On va dire les sujets, pas encore décidé. On va donner le nom des boîtes. Alors, donc, ce nouveau podcast s'appelle Fleuron. Il n'existe pas encore. Enfin, il existe chez nous, mais il n'existe pas encore publiquement. On est en train de travailler pour trouver qui seront les sponsors qui accompagneront ce podcast, je peux le dire. On les a pas encore. On les a pas encore. Sponsors, ouais, tout à fait. On est en discussion avec tout un tas de gens, mais on n'a pas encore terminé de dessiner ce truc-là. Et on a tourné 2 épisodes, un pilote. Je sais pas si je dévoile les boîtes, je crois pas. On a tourné un premier pilote, on a tourné un 2e épisode. C'est des très longs tournages, c'est des très longs temps de préparation. On travaille sur ce projet avec un journaliste qui s'appelle David Carzon, qui bosse avec nous pour faire les recherches, écrire l'histoire et puis animer. Je dévoile pas tout. Ce sera un format qui sera aussi vachement fait pour la vidéo. On bosse pas mal la vidéo, l'intégration d'images, d'archives, etc. Pas pour le pilote. Pas pour le pilote. Un format très long pour expliquer la vie, l'origine de grandes entreprises, de grands fleurons industriels, pour l'instant français, mais on ira aussi sur de l'international. Et l'objectif, c'est de rentrer en détail dans tout ça. En gros, moi, ce que j'aime dans cette proposition, où quand même je dois expliquer mon rôle, c'est que toi, t'es la sachante et David également. Surtout. Et moi, je suis le nœud du village. J'arrive au moment du... je tiens très bien ce rôle, hein, c'est marrant, je suis assez naturellement. Dingue. Incroyable. Hein. Dingue. Et j'arrive au moment du tournage sur lequel j'ai très peu travaillé ou pas travaillé. Et je vous écoute. T'es le premier public, le premier auditeur, public. C'est ton rôle. Et on te pose des questions pour savoir, en fait... un niveau de connaissance qui peut être un niveau de connaissance sans avoir travaillé le sujet. Exactement. Ou je vous en pose quand je comprends pas. Ou tu nous en poses quand tu comprends pas. Vas-y, pardon. Super format, on est trop contents et ça va être... l'idée, c'est moi, ce que j'aime dans la promesse, en tout cas, c'est ce qui me concerne, c'est que c'est potentiellement des trucs sur des livres que j'aurai un peu la flemme de lire. C'est ça. Tu vois, me faire 8 heures de livres sur une énorme boîte... Pas trop sûr. En revanche, me faire 3-4 heures de podcast sur cette boîte, c'est pas 8 heures de livre, c'est 300 pages. Peu importe. Là, on sera plutôt sur 600, 700. Oui, c'est ça. Mais en gros, ce qu'on a réalisé en commençant à bosser dessus, c'est à quel point c'est passionnant. Toutes les histoires et les origines de toutes ces entreprises qui finalement font vraiment partie du patrimoine français, évidemment, mais de l'histoire de France et de l'histoire du business, des sociétés, du capitalisme en France. 100% partie de l'histoire de France, mais qu'on oublie. Donc exactement. On n'en parle pas comme ça, tu vois. Exactement. Et en fait, tu te rends compte à quel point... tu te rends compte ce que ça dit aussi sur les logiques business aujourd'hui, etc. Tout ce que tu peux rapporter d'il y a 50 ans à aujourd'hui. Et c'est mais absolument passionnant. Et évidemment, on le fait toujours dans la même DA, on le fait dans une ligne éditoriale qui est extrêmement intelligible. C'est aussi mon rôle là-dedans. T'es d'accord ? Oui, 100%. Je peux spoiler un truc sur le premier ? Pourquoi c'est par exemple, en fait, le premier. Ok, vas-y. Le premier, c'est Vivendi. Et donc, c'est un pilote. Il sera que audio, ou en tout cas principalement. Et en fait, je prends l'exemple de Vivendi. Moi, ce que j'en retiens de notre tournage, qui est intéressant, c'est qu'on parle de ramification. Vivendi, avant, c'était la Compagnie Générale des Eaux. Compagnie Générale des Eaux. Donc, on est sur de la distribution d'eau dans toute la France et potentiellement dans le monde entier, d'ailleurs. Et donc, on est sur une ramification. Vous voyez, c'est vraiment une distribution partout.
Et ça va jusqu'à Canal+, et jusqu'à SFR, et jusqu'à toutes ces choses-là qui sont aussi de la distribution. Ouais. On parle d'antenne, on parle de couverture du territoire, on parle de maillage, on parle de tas de choses comme ça. Des métiers qui sont à la fois très loin et très proches. Ça a commencé par des tuyaux, ça finit par des tuyaux. Quoi. Exactement. Et ça, c'est hyper intéressant. Ou alors, ça finit aussi par de la production derrière, mais c'est vraiment, vraiment hyper intéressant. Quand on parle d'histoire de France, il y a un vrai truc, j'en ai presque des frissons à le raconter, tellement quand il repense, c'est super instructif et des choses que j'avais pas forcément exactement vues sous ce prisme avant. C'est ça, et puis t'as ce truc où tu te dis attends, mais quoi l'histoire de Vivendi oula, je suis en flemme potentiellement. Pas du tout. En fait, pas du tout. Pas du tout. Et c'était, mais moi la première, la découverte là-dessus, c'était exceptionnel. Et honnêtement, je vais dire un truc. Personnellement, mais je sais que t'es d'accord, mais personnellement, je crois tellement fort à ce format. Pour moi, ce format, c'est l'avenir d'un certain type de contenu conversationnel long où tu creuses en profondeur, mais tout en étant cool à écouter. Et potentiellement, on va mettre longtemps à l'installer. Notre ambition, c'est d'en sortir un par mois une fois que ce sera lancé. Même si ça met longtemps à s'installer, à trouver son audience, moi je suis convaincue que ça la trouvera parce que je crois mais tellement fort à ce format. Je suis sûr que ça va aller plus vite que tu penses. Du smart content, c'est ce qu'on propose. Voilà. Et à chaque fois, vous apprenez des choses, vous confrontez. L'important, c'est aussi de se confronter à l'histoire pour pas forcément reproduire les erreurs qui ont pu être faites par le passé. S'inspirer, comprendre, c'est vraiment l'objectif. Super. Je continue. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre cette année ? On a publié 5 épisodes de notre série sur les patrons du CAC. En fait, on a lancé déjà cette série sur les patrons du CAC 40. Ça fait partie des grosses nouveautés. Grosses nouveautés. Et on a publié 5 épisodes. J'espère que j'en oublie pas. Accor, Orange, Crédit Agricole, Publicis et Danone. On en a au moins 4 ou 5 qui sont en cours de préparation chez nous. On va pas tous les faire. Là-dessus, qu'est-ce qu'on peut dire ? Alors, un truc que j'aimerais... déjà, c'était exceptionnel de faire cette série et c'est exceptionnel de la continuer. On ne sait pas du tout quand est-ce qu'on va l'arrêter, mais on va continuer de faire des sociétés du CAC qui nous intéressent, avec des dirigeants qui nous intéressent. Nous ne recevons pas un seul centime de quiconque que nous interviewons au global sur Génération Do It Yourself et encore moins et toujours pas des patrons du CAC 40. J'aimerais le préciser. Je peux même aller plus loin, c'est qu'on a refusé 50 000 euros de quelqu'un. Plusieurs fois, mais en tout cas sur cette série-là, de quelqu'un qui voulait passer dessus. Et voilà. Et donc, c'est nous qui décidons. C'est un média intentionniste. C'est ce qu'on voulait. C'était dans les objectifs de l'année 2025. Ouais. Ça a toujours été assez intentionniste. On n'a jamais été payé pour faire des épisodes. Mais en l'occurrence, c'est nous qui décidons qui vient et pourquoi on veut le faire. Parce que c'est intéressant pour vous. Pas parce qu'on est payé, il n'y a pas d'autres enjeux là-dessus. Les gens qui nous payent sont des sponsors, ils sont toujours clairement identifiés. Je ne vais pas vous les reciter ici, même si je pourrais le faire. Mais voilà, et on les remercie. Bien évidemment, on le fera à la fin de... Ouais, mais voilà. Donc ça, et donc cette série, honnêtement, on ne savait pas trop où est-ce que ça allait nous mener. Mais on a trouvé ça exceptionnel de la lancer. Bon, là, c'est très fort. Mais après, Sébastien Bazin, l'épisode... voilà, après, tu pourrais compter Renaud Nissan, parce que c'est quasiment... Ah oui, Carlos Ghosn, quasiment aussi une aventure CAC 40 aussi. On n'est pas dans les entrepreneurs qui cochent les cases de Génération Do It Yourself habituelles, tu vois, avec Carlos Ghosn et avec toutes ces personnes. Mais nous, l'objectif, c'est aussi de comprendre ce que c'est que d'être à la tête de ces entreprises. Ce qui est difficile, et la différence, pourquoi on ne fait pas habituellement des CEO qui ne sont pas des fondateurs, c'est qu'ils n'ont pas souvent la parole libre. Alors après, quand je te dis qu'on a tapé fort, c'est que cette année, tu prends Maurice Lévy, tu prends Sébastien Bazin, je pourrais les citer tous, ou Carlos Ghosn. Tu vois, la parole était très libre, quoi. Je veux dire, et ça, c'est intéressant. Pourquoi certains te disent, oui, mais je suis coté en bourse, ils vont avoir un conseil d'administration, ils vont te dire, je veux vouloir réécouter après l'enregistrement pour pouvoir faire des coupes. Nous, on refuse systématiquement. Donc, on a un deal, on a un format. Pour venir sur Génération Do It Yourself, il faut respecter ce deal et ce format. Il faut accepter de répondre à des questions qui sont pas prévues d'avance parce que c'est pas ce qu'on propose. Et ça, c'est quelque chose qui est pas donné à tout le monde. Et voilà. Et puis on veut aussi c'est pour ça qu'on sélectionne ceux avec qui on veut faire des épisodes CAC 40 et qu'on les fait pas tous, quoi. Exactement. Très content, en effet. Moi, je suis très très content de tout ça et je suis impatient de les continuer. Je le dis ici, on en parle avec certains, mais je suis hyper impatient d'avoir un Patrick Pouyanné ici. J'adorerais avoir un Vincent Bolloré.
On va avoir aussi des personnes chez... qu'est-ce qu'il y a ? Non, vas-y, je t'écoute. Hein ? Non, mais on va avoir du Veolia, j'espère bientôt. On va avoir quelques très beaux noms qui s'approchent. Mais on veut aussi des gros caractères à ce micro. Tout à fait. Des gros caractères et qui comprennent aussi ce qu'on fait, en fait. Et Exactement. l'intérêt, finalement, de pourquoi notre format est comme il est. Génération Do It Yourself, on va rentrer un peu dans les épisodes de l'année. On a fait combien ? 72. 71, 72, je sais pas. Ok. De toute façon, pas mal. il en reste un à sortir. Alors, Génération Do It Yourself, on a terminé l'année dernière avec Thomas Joly, qu'on embrasse, qui nous manque. Quel épisode exceptionnel. Oui. Dans notre ancien studio, là-haut. Dans notre ancien studio. Et on a commencé 2025 avec Arthur Benzaken et Charlie Dalin, qui a remporté le Vendée Globe. Charlie Dalin, tu te souviens comment ça s'est fait ou pas ? Bah, bien sûr. Non, mais je veux dire, c'était un samedi soir, enregistré, c'était trop bizarre. Et c'est vrai ça faisait 3 jours qu'il était rentré. 3 jours qu'il était rentré, ça s'est fait comme ça, par échange, de manière totalement impromptue. Vraiment exceptionnel, très très cool de pouvoir partager des moments avec eux. Il était complètement sonné encore. Et pourtant, épisode exceptionnel. Épisode exceptionnel. Cette année, on a offert un cadeau de Noël non sollicité aux gens, puisqu'on vient de sortir aujourd'hui, le jour où on enregistre François Ruffin, pour clôturer l'année, et un dernier épisode qu'on sort dans 10 jours. Dernier épisode, pas n'importe lequel, je sais pas si tu l'as en tête, moi, oui. Oui, c'est un grand patron international. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est pas un CAC 40, mais c'est un... C'est pas un CAC 40, mais c'est un très très gros business international. On peut le sortir, de toute façon, on peut le dire, puisque ce sera sorti, il n'y a pas de spoil possible. Ah bah oui, c'est vrai. Donc c'est Jesper Brodin, le patron d'IKEA, l'ancien patron d'IKEA, qui vient de rendre son tablier à un successeur espagnol. Qu'est-ce qu'il y a ? Je regarde mon ordi, c'est ça qui me dérange ? Non, mon ordi, je suis juste en train de le redémarrer, c'est tout. Bon, je vais te faire un gros name dropping des 72 épisodes qu'on aura sortis de Génération Do It Yourself cette année. On va voir un peu ce que ça t'évoque et ce que ça te fait réagir. Ouais, sur Ruffin, juste tu l'as dit, on l'a passé entre deux trucs. On vient de poster aussi sur LinkedIn. Je voulais vérifier si les réponses étaient bonnes. Elles sont plutôt bonnes, c'est intéressant. Moi, l'objectif, c'est d'aller un peu tâter des terrains non expected, non attendu, on va dire, sur la politique. On va pas se faire tout de suite les candidats à la candidature, parce que ça va les donner un podcast. À la présidentielle. Oui, non, à la candidature, c'est ce que je voulais dire. Comme Ruffin, on va pas tous se les faire tout de suite. Ça va être pompeux, et c'est pas l'objectif de Génération Do It Yourself. L'avenir nous dira ce qu'on fera sur la présidentielle. Mais en tout cas, on veut faire quelque chose. On fera quelque chose. En tout cas, cet épisode avec François Ruffin est intéressant. C'est un entrepreneur. C'est un type qui n'a pas la langue dans sa poche, et aussi, je trouve qu'il est assez honnête intellectuellement. J'ai adoré cet épisode. En tout cas, si vous ne l'avez pas écouté, il est court parce que lui était en retard, et je vous le recommande vivement. Un très bon épisode validé Génération Do It Yourself. C'était exceptionnel comme épisode. Personnellement, j'ai adoré. Qui on a sorti en 2025. Je te dis des noms, c'est le name dropping. Asher, Owen Simonin. Ah, trop bien. Reid Hoffman, 2 fois, fondateur de LinkedIn. Incroyable. Incroyable, et deux contextes très différents. 2 contextes très différents. Joël Dicker, Eddie De Pretto, Brian Chesky, fondateur d'Airbnb, Maurice Lévy, Yannick Aleno, et ensuite Esther Perel, Nicolas Karabatic. Donc là, c'est vraiment genre du rien à voir avec rien. Carlos Ghosn, en juillet, peut-être qu'on peut parler un peu de ça. Karabatic aussi, c'est fou. Carlos Ghosn, c'était incroyable. Ce qui est incroyable, c'est ce voyage. On a fait l'aller-retour à Beyrouth. Ouais, ce voyage dans lequel, en fait, beaucoup de gens s'inquiètent. D'ailleurs, c'est assez chelou. Tu vas là-bas, on te dit ah mais oui. Alors en effet, il y a eu des bombardements juste avant en Iran. Non mais plus une fois que t'es dans Beyrouth, tu te rends compte que au sein de Beyrouth, tu ne risques rien, en tout cas d'un point de vue bombardement. Ce que tu risques, non pas du tout. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que les gens stressent quand ils y sont pas. Mais une fois que tu rentres à Beyrouth, tu réalises que au sein de la ville, tu ne risques rien d'un point de vue de guerre et de bombardement de l'extérieur. La seule chose que tu peux risquer éventuellement, c'est une explosion. Mais dit comme ça paraît un peu chelou. Ouais, Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu risques rien dans Beyrouth, mais c'est difficile de l'expliquer aux gens tant que t'es pas allé à Beyrouth, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Plus stressé d'aller en Chine à tort que d'aller à Beyrouth. Mais en tout cas, pour revenir sur l'épisode, c'était 2 ans de boulot, parce que
Ça faisait 2 ans qu'on échangeait. Ça s'est fait. C'était un épisode qui était probablement encore mieux que ce que j'espérais. Notamment parce que c'était une masterclass de business, mais que on est vraiment dans la pure lignée ambition de génération do it yourself, avec quelqu'un qui a des concepts, des préceptes potentiellement un peu hardcore sur les bords, mais peu importe. Mais il te les explique et il te les décortique, et c'est ça qui était fou dans cet épisode. Exactement. Il y en a plusieurs qui sont ressortis par la suite, mais moi j'ai adoré le Pennywise Pound Foolish. Où il explique qu'en gros, dans les réorgs et dans les moments où on cherche à faire des économies dans les grosses boîtes, mais ça vaut aussi pour plein de petites boîtes, plein de gens vont te dire on va économiser sur l'imprimante et sur la clim, alors qu'en fait ça va tout aligner, te faire économiser 1 million, 2 millions quand il faut économiser 1 ou 2 milliards, et qu'il faut être courageux, on parlait de courage tout à l'heure, pour aller prendre les bonnes décisions et aller couper là où il faut vraiment faire des vraies économies. Hyper intéressant. Il raconte, alors donc, ça c'est dans une petite partie, la deuxième partie de l'épisode, mais il raconte toute son évasion. Ouais. Et notamment des trucs qu'il a dit depuis, mais qu'à l'époque, il n'avait jamais vraiment dit comme ça devant une caméra. Et puis, je trouve qu'il était... ça se voit peut-être pas, je sais pas si ça se voit dans l'épisode, mais en réalité, en dehors, beaucoup plus chaleureux et sympathique que ce qu'on peut imaginer. Ouais. Il était hyper sympa. Ouais, hyper sympa. Après, il est dans un autre contexte, c'est plus le même, c'est plus le roi soleil de l'époque. Ouais. Mais voilà, si vous l'avez loupé, faut l'écouter, ça vaut le coup. Ouais, complètement. Valérie Messika, Thibaut InShape. Extra Valérie. Thibaut, très drôle, lunaire. Valentin Kretz. Trop bien. Valentin Kretz, c'était un super épisode. Anton Ozika. Il y en a beaucoup dans l'été, là. On a fait un été de malade, en fait. Été de malade. Delphine Horviller à la rentrée. Pierre Hermé, c'était avant. Je ne les ai pas tous chronologiquement. Min Pokai, quel épisode extraordinaire, Min Pokai. Min Po, exceptionnel. Et pareil, je pense que, je sais pas si c'est barrière de la langue, personne moins connue. Je pense que Min Po, il n'a pas eu le succès qu'il mérite. C'est-à-dire que tous les gens qui l'ont écouté me disent « Waouh !» Masterclass, le mec est exceptionnel. Et je vous le dis, oui, masterclass, le mec est exceptionnel. Et il vaut un épisode comme Carlos Ghosn, je pense, cet épisode. Au début, tu te dis, bon, il a un accent assez fort, un accent chinois. Il s'oublie en 10 minutes. Et en revanche... les apprentissages et l'inspiration de cet épisode, mais c'était fulgurant. Fulgurant. Il a ouvert un peu notre festival chinois, ouais, tout à fait. qui va se terminer en janvier. Mais trop cool. Tu as évoqué Anton Ozika. Anton Ozika, qui est le fondateur de Lovable. Ouais, et Lovable, sur lequel nous, on s'est quand même complètement tordu le cerveau depuis. Une IA qui permet de faire des sites internet. En 5 minutes. En 5 minutes, comme notre sponsor Squarespace dans l'approche. Mais ce qui est intéressant, c'est que entre Anton, Reid Hoffman, qui est venu 2 fois, Brian Chesky, on va quand même sortir le patron d'IKEA, on va sortir Ivan Zhao, le fondateur de Notion. On en a un autre très très gros dans les internationaux qu'on n'a pas encore enregistré, mais qui va arriver en 2026. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive à faire des trucs. Ivan Zhao, l'épisode qui sera pas sorti quand vous écouterez ça encore, mais on est sur du vrai deep tech, super inspirant, très pointu. Mais moi, je me régale. Pour moi, c'est inespéré. Je pense que c'est assez unique comme proposition de valeur en audio, en format en France. Ouais. En fait, c'est ça. C'est-à-dire que donc il y a des épisodes pour lesquels des épisodes internationaux pour lesquels on voyage, d'autres pour lesquels les internationaux viennent nous voir quand ils sont de passage à Paris. Mais en tout cas, ils vont pas ailleurs parce que ils savent que nous, on est intéressés d'interviewer des profils internationaux dans le business. Et ça, en effet, c'est assez unique, et on arrive maintenant à consolider une très, 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 très grosse base de profils internationaux. On en fait au moins 10 par an. Ouais. Cette année, on en a dû en faire une bonne dizaine. Et on va continuer. Et en fait, notre objectif, c'est pas pour des audiences non francophones, parce que ça, ils vont dans d'autres podcasts. Aussi, oui, bien sûr. Voilà. Chez Lex Friedman, plein d'épisodes. Plein de podcasts. Tim Ferriss, etc. Mais pour des audiences francophones, d'avoir ces mecs-là qui viennent chez nous, et nous, on veut le proposer à nos audiences francophones, c'est trop bien. Ouais. Et surtout, je pense que moi, en tout cas, je me régale là-dedans, c'est qu'on est sur du vrai pointu, quoi. C'est deep. Moi, après, c'est les épisodes qui m'empêchent de dormir, avant, après, et ça, j'aime bien.
C'est quelque chose qui me plaît énormément. Dans ce qui t'empêche de dormir, pour la 3e fois cette année, on a reçu notre cher ami Laurent Alexandre. Alors c'est marrant. Déjà, je dois te dire que je suis très content de l'avoir fait. Ça s'est un peu fait À l'arrache. à l'arrache rapidement. J'ai lu son livre dans les grandes lignes et je sais qu'il en agace certains, que tu as des commentaires à des endroits qui vont dire que c'est pas un expert, que c'est juste un polémiste. Voilà. En effet, il a un rôle, il joue son rôle. C'est ok, je l'accepte. Mais moi, en fait, ce que j'adore dans ces épisodes avec Laurent, même si, tu vois, parfois il me chamboule, parfois il est border à me manquer de respect, je le pousse un peu, mais quand même pas loin, c'est que on est dans un truc qui est... qui fait vibrer, quoi, tu vois, qu'à un moment, tu ressors, tu dis, putain, waouh, dans quel monde on rentre, quoi. Et donc, moi, j'aime bien aussi l'idée d'avoir des invités, pour certains qui reviennent, avec qui t'es content de pas être d'accord, avec qui t'es content. Tu vois, en fait, il n'y a rien de plus chiant qu'un dîner avec des gens qui sont tous d'accord avec toi. Très consensuel. Ouais. Et très consensuel. Et tu vois... c'est vrai qu'il y a plein de gens qui m'écrivent waouh, le dîner avec Laurent Alexandre il doit être un peu épicé. Je pense que c'est aussi assez cool. Et en fait, ce qui est sympa dans le côté épicé avec Laurent Alexandre, c'est que lui, il se formalise pas, c'est-à-dire que c'est pas un. Il peut te dire des. Oh, qu'est-ce qui se passe ? Il peut te dire des trucs, des vacheries, quoi, mais sans forcément. Enfin, mais t'adorer en même temps. Et inversement, il va pas se formaliser dans le débat. Donc, en fait, tu peux parler de tout sans que ce soit un gate ou gênant, quoi. Exactement. Et après, faut pas, tu vois, nous, on laisse tout en ligne. Quand il me déchire sur mon école de commerce, c'est qu'à la fin, je lui dis, ouais, mais enfin, elle m'a quand même aussi beaucoup servi parce que je suis arrivé à Paris, ça m'a servi pour beaucoup de choses, pour comprendre des codes, des choses comme ça. Il balaye ça d'un revers de la main. Il y a plein de gens qui m'ont dit que ça les avait agacés. On s'en fout, c'est pas grave, c'est pas grave. Oui, et puis c'est pas grave avis, du tout. Et puis d'autres sont d'accord avec lui. Sa posture aussi. C'est aussi là-dessus, il faut être capable d'aller au-delà. Et donc moi, ce que je pense juste, ce que ça me donne comme envie, c'est quand même d'en avoir certains qu'on a déjà réinvités, mais qui ont des bonnes idées et avec qui on va pouvoir faire évoluer au fur et à mesure, tu vois, les points de vue, les réflexions, des gens qui vont avoir leur ronde serviette sur Génération It Yourself. J'aime bien l'idée. Ouais, quand tu es à plus de 500 épisodes... Ruffin, ce serait un peu ça, potentiellement. Ça pourrait complètement être ça, je suis d'accord. Et exactement, c'est le genre de personnes sur lesquelles, en fait, les contrariants, tu vois, avec qui j'ai envie d'enregistrer des gens intelligents. On pas rester dans le consensus de la Startup Nation, si je fais une grosse caricature. Ouais, sur lequel on nous a pas mal taclé à une certaine époque, c'est plus trop le cas, mais... Ouais, et voilà. On a reçu dans les derniers épisodes, et après je termine la liste, la merveilleuse Carole Benaroya. Oh. Si vous n'avez pas écouté cet épisode, donc c'est la fondatrice de Kushten, une marque de cachemire. Ouais. Exceptionnelle. Non, mais c'est vrai que tu as dit Messica tout à l'heure, mais dans la catégorie, en fait, on a eu des monstres de femmes dans le retail. Dans le retail, on a eu aussi notre copine qu'on adore, j'ai un trou de mémoire, pardon. De la marque de lingerie. De la marque de lingerie. Ah, c'est affreux. Ah, bien sûr. Oui. De Livy. Oui, Lisa Chavy. Lisa Chavy, bien sûr. J'ai eu un trou, j'ai eu une absence. Il a fallu qu'on... Lisa Chavy, exceptionnel épisode avec Lisa Chavy aussi. Ouais, et donc énormément d'épisodes, mais c'est vrai que Carole Benaroya, par exemple, sur les réseaux sociaux, mais parce qu'elle se livre, tu vois, elle donne ses chiffres, elle dit tout. Elle donne ses méthodes. Ses méthodes, en fait... Venez sur Génération It Yourself avec cette ambition quand vous venez pour les invités. Si vous travaillez autour d'invités de futur, à venir, etc., faut tout raconter et ça cartonne. Et en fait, derrière, en plus, elle m'a raconté les ventes qu'elle avait fait sur Kushten. En fait, ça cartonne et ça se transforme derrière. On devient une personne intéressante. Tu vois, inspirante. Il faut tout raconter, il faut tout dire. Ça, c'est le plus intéressant, exceptionnel. Écoutez Carole si vous voulez apprendre dans le retail, mais même si vous voulez apprendre en général. Tout à fait. Et puis un dernier épisode, pardon, je voudrais juste le mentionner, qui est un peu passé sous le radar. On en avait déjà reparlé dans un hors-série. C'est Riss. Ah, Riss. Alors on est dans Charlie un épisode plus intense, profond, émotion, mais tu vois, quand tu repenses à ce que tu ressentais en faisant l'épisode, et moi personnellement ce que je ressentais dans la pièce, où il t'emmène avec lui en fait dans le voyage de toute sa vie, dans le voyage de l'évolution de tous ses combats journalistiques, etc. Qu'on l'aime pas, qu'on aime pas Charlie Hebdo, peu importe. C'est pas du tout un épisode aussi dark que ce qu'on pourrait
imaginer quand t'entends Riz Charlie Hebdo. Pour moi, c'est un épisode à écouter. Enfin, je veux dire, il faut. C'est un épisode qui ouvre les chakras. C'est vrai qu'il est moins dans la. C'est un autre ADN. La bonhomie et la chaleur de Génération It Yourself parce que le contexte, parce que Riz, parce que voilà, c'est quelqu'un qui a un bagage qui existe. En revanche, il m'a tellement ouvert de chakras et tu vois, une des choses intéressantes et importantes que je retiens de tout ça, c'est juste de se dire que les athées, les gens qui sont en dehors des religions, qui veulent le revendiquer, ils n'ont pas de pape, ils n'ont pas d'église, ils ont personne qui revendique. Et en fait, c'est un peu le rôle de Charlie. Et moi, je trouve ça assez intéressant de pouvoir revendiquer le droit. Et de l'expliquer comme ça, en fait. Voilà, aussi. le droit et d'être libre et athée et de pas, voilà, ils se réunissent pas par définition parce qu'on va pas aller à l'église ou dans un endroit pour se dire tous les dimanches ou tous les mardis. Je crois en rien. Je crois en rien, tu vois, en effet. Donc, mais sa manière d'expliquer et tout, quand il te replonge dans toute l'histoire des débuts et tout, c'était assez incroyable. On va passer à la suite. Donc la suite, c'est quoi ? C'est Collision Production. On l'a dit, donc cette boîte de prod qu'on a montée, qu'on a lancée, dans lequel qui sera pas une marque à part entière, mais dans lequel il y aura toutes nos marques, toutes nos IP, comme on dit dans le milieu, nos formats, nos émissions, et tout ce qui n'existe pas encore, qu'on a en préparation, en développement, comme on dit encore une fois dans le milieu. Les projets 2026 sur lesquels j'aimerais insister, et on va terminer par celui qu'on va détailler. Donc, ça va être les présidentielles. Il va se passer des choses d'un point de vue politique. On va faire quelque chose autour de ça. Oui. On est en train de travailler dessus. Mais dans longtemps, on a le temps. Ce sera à la fin de l'année. Fleuron, ce podcast qui sort début d'année prochaine, ça y est, on vous en parlera, mais à suivre absolument. On va faire des nouveaux films sur YouTube, donc on en a fait 3 en 2025. Je pense qu'on va en faire combien ? Autant, 4 peut-être. Non. Non, mais pas non, je parle pas des voyages. Okay. Je parle des films. Films, ok. Donc 3. Dans le thème, comprendre le business partout dans le monde. Donc là, on en a 3. Donc le 3e sera la Chine. On va en faire un 4e gros en 2026, c'est sûr, au moins un. Est-ce que ce sera l'Inde, la Corée, le Japon ? On ne sait pas. Mais en 2026, il y en aura un 4e, c'est sûr. Ensuite, on réfléchit à des verticales, potentiellement à l'Europe aussi, et qu'est-ce qu'on peut faire potentiellement aussi, à l'Europe. Et à l'IA. À l'IA. Je pense que le changement de paradigme que les gens beaucoup pressentent depuis quelques mois, quelques semaines, est tellement énorme que on peut pas passer à côté. Ce qui est difficile, c'est de réaliser un film là-dessus qui vieillira pas trop vite, parce qu'en fait tout ça va à une telle vitesse qu'il faut juste être capable de le voir plutôt comme un concept avec un peu de hauteur que vraiment dans les choses que te permettent de faire l'IA au quotidien. Et puis trouver un moyen de réconcilier toute cette partie de la population française, je précise, qui te dit encore j'utilise pas de ChatGPT ou l'IA va tout nous bouffer, enfin tu vois, qui sont encore dans un dialogue assez loin de tout ça, et ceux qui sont déjà 48 pas d'avance, comme des mecs dans la tech ou des Laurent Alexandre, et en fait réconcilier un peu le discours et comprendre les enjeux d'un point de vue peut-être un peu plus grand public, accessible au plus grand nombre. C'est un peu l'objectif. Donc on veut faire un film là-dessus. Quand je dis on va en faire 3-4, c'est qu'on va faire 3-4 formats longs de ce type, mais pas nécessairement des voyages à l'autre bout du monde, des tournages pour des décryptages un peu de business dans X ou Y société. On a aussi un thème qu'on va aller explorer, qu'on a déjà un peu fait. On va faire quelques contenus vidéo autour du sport et des défis, un peu dépassement de soi d'un point de vue plus sport et aventure, quoi. Voilà. J'en ai un ou deux en tête. Ouais, vas-y, par exemple. J'aimerais faire une PAC, moi, une progression avancée en chute libre. Alors, il y a mon associé d'OVNI, Arnaud Laurent, qui se chauffe là-dessus. Je crois que lui, il a fait quand même quelques milliers de sauts, donc je pense que ça va se faire. C'est un ancien pro, surtout. Ouais. Et là... Donc ça, c'est vraiment un truc où, comme j'ai fait chez iFly quand même plusieurs trucs, et j'en ai plusieurs qui viennent, des sauts, on va en faire aussi encore là. C'est exceptionnel, iFly. Ouais. Je fais leur pub, allez-y, c'est incroyable. Donc les souffleries qu'on trouve dans plusieurs villes en France. Et après, l'autre objectif,
Ou l'autre idée, ce serait quand même... celui-là, il te plaît pas, mais je crois qu'on va quand même... Chamonix-Zermatt. Chamonix-Zermatt, il sera de 2027. On peut pas en 2026. Il passe pas en ok. 2026 dans le calendrier. Ça doit Alors, être... c'est quoi 2026 ? On va se faire un petit stage de survie, je pense. Oh putain. Non mais laissez-moi tranquille, en fait, j'ai pas envie de faire ça. Tu vois, un truc où Avec David Corona ? bah, s'il veut, mais un stage de survie, genre... tu sais, où tu pars avec, littéralement, je sais pas, il y a des gens qui font ça, mais un couteau et puis rien à Mais manger. c'est tellement mort, je vais tellement jamais faire Tu sais, ça. avoir froid et avoir... que ça gratte et qu'on ait faim et qu'on mange des Mais racines sans moi, en et fait, des trucs comme ça. sans Wham, vous me raconterez. Vraiment, mais n'hésitez pas à me raconter. Oh, putain, il n'y a pas un monde où je fais ça, je te jure. J'ai tellement pas envie. Souvenez-vous de ce moment. Bref, donc voilà les plans, donc on veut En continuer. fait, ce que je vous ai pas dit, c'est que c'est pour ça qu'on s'associe, parce que Ouais, putain. si jamais on a encore un lien de subordination, je peux pas l'emmener là-dessus, parce que j'aurai un problème un jour avec La loi. La loi. Voilà. Alors que si on est associé, c'est son problème, c'est pas le mien, t'es une grande personne, quoi. Bah ouais, bah je viendrai pas. Bref, tout ça pour dire que sur YouTube, les ambitions sont énormes. Je voudrais juste quand même mettre l'emphase là-dessus. En vidéo, on sait qu'on a plein de choses à faire. On a envie de faire plein de choses autour de l'identité et de l'ADN de Génération Do It Yourself. Et donc, on va continuer de faire plein de films sur YouTube. Avec Plein un truc vidéos. de fou, c'est que quand même, YouTube, c'est un média algorithmique. C'est aussi pour ça qu'on fait attention. C'est-à-dire que tous les contenus vous sont pas nécessairement proposés comme en podcast. Et pour que ça arrive, il faut que vous cliquiez sur YouTube et sur Insta, sur, vous savez, la petite cloche pour être notifié à chaque fois qu'on poste. Et ça, c'est important pour nous, mais aussi pour vous, si vous voulez pas louper ce qu'on propose. Donc faites-le Faut si vous s'abonner, voulez bien. ouais. Invitez aussi, comme vous l'avez fait pendant des années, vos amis à nous suivre sur YouTube. Inscrivez-les de force si vous voulez, mais ici et ailleurs, ça change vraiment pas mal de choses pour tout le monde. Dans notre modèle économique, aujourd'hui, je crois qu'on est moins de 20%, je crois que c'est aux alentours de 15% de nos abonnés YouTube, des vidéos qui sont vues sur YouTube, qui sont vues par nos abonnés. C'est un truc de ouf. Alors que sur le podcast, on n'est pas loin des 100%. Hein, donc, Et je vais encore plus loin, il y a encore des gens qui font partie de notre communauté, qui sont des gens qui nous suivent, etc., qui nous disent « Ah mais vous le sortez quand le film au Brésil ?» Ouais. Tu vois, et donc on a fait ce film au Brésil, faire du business autrement et comprendre comment tu peux réussir en faisant du business autrement. D'ailleurs, on va en parler après de l'épisode avec Sébastien Kopp, le fondateur de Veja, qui raconte tout ça. On a fait ce film et en fait, il y a encore plein de gens qui l'ont pas vu. Enfin, il y a plein de gens qui nous suivent, qui nous regardent, qui n'ont pas forcément vu tous nos films. Donc, allez-y, préparez-vous pour la Chine. Comme ça, vous comprendrez un peu notre ligne édito dans nos films et vous allez kiffer, c'est sûr. Ce film est cool, hein, et on l'a fait à l'envie. On l'a totalement fait à l'envie. C'était vraiment... on nous a proposé un truc, ça nous a fait kiffer, on y allait. On nous a proposé un truc, non, c'est juste... Non, mais quand je dis on nous a proposé un truc, c'est Seb Kopp qui nous a proposé de nous emmener. On a dit OK si on filme oui, tout. Moi, je voulais, oui, tout à fait. Après, c'est important de bien préciser qu'on n'a pas été payé par Veja et que c'est quelque chose que moi je voulais faire. Je voulais aller je lui disais depuis des années que je voulais aller au Brésil. Il m'a dit ça s'ouvre l'opportunité cette année. Ouais. Donc voilà. Le dernier gros projet que j'ai pas cité pour 2026, c'est les formations. Là, on est vraiment au dernier kilomètre de notre nouvelle formation. Donc, on est en collab avec l'EDEC. L'EDEC, la raison pour laquelle on travaille avec l'EDEC, parce qu'ils sont très forts. Parce que c'est une des meilleures écoles de commerce. Parce qu'ils sont très forts, voilà, c'est ce que j'allais dire. Et nous, on veut pas du tout tomber dans un truc où tu fais des formations sans un cadre. On veut apporter... Scientifique, académique. Exactement. On est exactement là-dedans. Le rôle de l'EDEC dans ces formations, c'est vraiment de proposer tout le programme académique, le syllabus, et d'aller s'assurer que tout ce qu'on propose est vraiment bien encadré et a un système académique qui te fait vraiment progresser. Nous, c'est pas notre métier, on serait pas capable de faire ça. Nous, ce qu'on apporte là-dedans, c'est tout ce qu'on sait et tous les contacts qu'on a et toutes les personnes finalement qu'on connaît qui sont experts sur XY sujet. Donc, on construit ça vraiment en collaboration avec eux. 400 papiers de recherche, c'est ce qui a été lu, digéré par toute l'équipe
sur la prochaine formation qu'on sort en 2026. Qui va être une bombe. Papiers de recherche. On n'est pas dans un truc... on est sur des papiers reconnus, publiés, etc. Donc, on a décidé, tu vas nous expliquer ce que c'est ensuite, mais de sortir une nouvelle formation après l'étincelle, donc qui est pour apprendre à entreprendre, qui est quand même salué par... on est un peu en dessous de 1000, on va arriver aux 1000 formés prochainement, mais l'intégralité... J'ai jamais reçu quelqu'un qui m'a dit c'était nul, c'était pourri. Il y a des gens qui la finissent pas parce que c'est comme ça dans tous les business de formation. En revanche, il y en a une bonne partie qui finit, une bonne partie de ceux qui ont fini qui lancent des business et une partie d'entre eux qui a levé de l'argent en millions d'euros, en dizaines de millions d'euros pour certains. Et donc, après, c'est pas une fin en soi de lever de l'argent. Il y en a plein qui ne lèveront pas d'argent et qui font des business très très bien aussi là-dedans. Donc, l'étincelle fonctionne toujours. On va faire des lancements encore l'année prochaine, des promos, un taux de satisfaction hallucinant. En revanche, l'objectif, c'était de se dire, on reste pas là-dessus, on veut faire autre chose et encore beaucoup plus ambitieux. Beaucoup plus ambitieux sur un autre sujet. On a fait venir des experts, des scientifiques, des professeurs, des entrepreneurs, sur tellement de sujets. Cette formation s'appelle Performance Intégrale. Améliorer sa performance sur tous les aspects, c'est-à-dire dans ton corps, dans ton sommeil, dans ta manière de t'alimenter, dans ta relation avec les autres, comment mieux performer dans ta relation avec les autres, dans ta concentration. Le but, c'est pas performer pour de la performance comme on pourrait le comprendre, genre toujours plus, pas du tout. C'est plus comment vraiment s'améliorer, être plus efficace sur les aspects intrinsèques et exogènes de ta vie, quoi. Moi, je dois avouer, confesser, je suis un obsédé de la performance, ça va pas choquer les gens. Cependant, alors les obsessions, c'est pas très bien, mais beaucoup de gens vont parfois me le reprocher. Moi, ce que je voudrais juste dire ici, c'est que on est sur il n'y a pas de jugement déjà, et en plus, je suis pas sur la performance comme tu le dis, que je pourrais appeler zénitale, c'est-à-dire avec une performance qui est de tout casser à un moment et de s'effondrer derrière. L'objectif, c'est vraiment de se dire, tiens, dans ma vie, moi, une vie, j'en ai qu'une seule. J'ai envie de la vivre, mais à fond. J'ai envie de la vivre en étant performant. J'ai envie de la vivre avec un... Et ça, quand tu regardes T'as pas envie de devenir une victime de ta life, quoi. J'ai pas envie de devenir une victime de ma vie. Ça, en vrai. Et j'ai pas envie de devenir une victime soit d'être passif, soit d'être trop performant et de m'effondrer, Voilà. On en a vu certains à Karabatic cette année. C'est ce qui t'explique à un moment. Et justement, dans cette formation, le but, c'est de réussir à opérer un truc extrêmement stable dans ta relation avec la performance. Exactement. Et ta performance, elle va de ta vie perso, de ton couple, de tes enfants, de ta parentalité à ta vie pro, ton sport, ta concentration, etc. Ouais. Et ça, tout ça, je pense que ça n'existait pas. C'est-à-dire que avant 2024, 2025, les endroits, tu vois, là, nous, on s'est beaucoup inspiré de Huberman Labs, de plein d'endroits, mais les endroits où tu arrivais à concentrer du coach mental, de l'INSEP, de la préparation nutrition, des professeurs experts, des objectifs sur la définition des objectifs, de trouver ton why, identification des problèmes, ça n'existe pas. Ouais. Et donc ça, on le propose cette année, ça va être fou. Et si vous voulez le suivre, moi je vous propose par exemple d'aller nous écrire sur contact@gdiy.fr. Vous mettez juste en objet performance en objet, et on vous enregistrera dans la liste pour lancer. Et il y aura un lancement comme la dernière fois sur l'étincelle. En février. En février, ok. Ouais. Et sur lequel on fera pour la première promotion un prix unique qui sera le plus bas qu'on fera ever. Et sur lequel on aura besoin de vos feedbacks aussi pour progresser. Et la manière dont ça fonctionne, c'est que donc ça fonctionne par cohorte, par batch, par promotion, on appelle ça comme on veut. Le premier aura lieu en février et ensuite on en refera ensuite on ferme et on en refait tous les 2 mois, à peu près 2 mois ou 3 mois, pour justement que tu aies aussi un accompagnement suivi, un esprit de quoi ? De corps, d'équipe, en fait. Oui, voilà, l'esprit promo, il est important. Il est important parce que nous, notre objectif, c'est pas que les gens s'inscrivent, c'est que les gens la terminent. Et en fait, ce qu'on a vu sur l'étincelle, c'est la raison pour laquelle les gens terminent, c'est parce qu'ils sont suivis, notamment par l'EDEC. Mais aussi par leur père. Oui, c'est ce que j'allais dire, dans une communauté animée, sur un Slack 100%. Ou je sais pas quoi, enfin, peu importe, où justement ils sont mis tous ensemble et t'échanges et t'as tout le temps des trucs. Et d'ailleurs, je viens à la dernière
innovation de 2026 qui n'est pas notée, dont je viens de me souvenir. Ah, je sais de quoi tu vas parler. Ouais. Le D. Je pense qu'on va se lancer sur Twitch. Le Twitch, oui. Je pensais Discord, mais oui, le Twitch. Je pense qu'on va se lancer sur Twitch et notamment aussi pour pouvoir avoir des feedbacks un peu hebdomadaires de tous les gens qui suivent ces formations, pouvoir en parler, répondre aux questions. On a envie de faire des live Twitch, mais de manière très exploratoire. J'ai rouvert mon compte Twitch d'ailleurs, j'ai vu que j'en avais un. On mettra dans le lien de cet épisode pour que vous abonniez. On va suivre tout ça. Mais tous les lundis à 21h. Je t'engage, c'est horrible. Voilà, le lundi, c'est ma soirée à la maison quand j'aurai couché les petits. Tes enfants, ils se couchent à quelle heure? 21h30? Non, 21h, je serai un peu chaud. 21h15, en effet, 21h30. Ouais. 21h30, tous les lundis, 21h30. Waouh, très à bien. partir du 1er janvier. Il faut pas oublier que le mardi à 6h15 je cours, donc faut pas m'envoyer trop tard. Ça c'est toi et tes problèmes perso, ça n'intéresse personne. Ok. Est-ce qu'on se raconte quelques apprentissages de cette année? On va vite parce qu'on va voir cet on épisode. Est en tunnel. Okay. Qu'est-ce qu'on a? Moi, je peux te dire un truc exceptionnel avec quelqu'un qu'on n'a pas encore cité, qu'on a reçu cette année, l'importance de la souveraineté, notamment dans le cloud et la guerre du cloud avec Octave Klaba, fondateur d'OVH. Octave, pareil, quelqu'un que je chassais depuis des années. Je suis tellement content d'avoir reçu que j'aimerais revoir aussi. Lui, il pourrait avoir son rang de serviette. Il a son rang de serviette, tu reviens quand tu veux, Octave. Très bon épisode, un très très gros nerd. Je pense qu'il est meilleur techniquement que communicant. Et pourtant, quand il est là sur un micro avec du temps long, il est exceptionnel. Donc, pas de sujet. Tu sais que dans la lignée, je reviens sur Anton Osika. Moi et faudrait qu'il revienne, Anton. Anton, ouais, c'était un peu le bordel cet épisode. On était tous, surtout lui cramé, etc. Et toi, ingérable. Lui cramé, toi ingérable. Ingérable, mais lovable depuis. Ouais, mais en fait, il m'a tellement pété le cerveau cet échange. Et nous, on a tellement développé en vibe coding depuis des outils de malade. C'est clair. Mais de malade. Je parle pas d'un petit site internet, même si on parle du Studio 111 et tout, le truc que j'ai fait en 10 minutes ici. Christopher, notre associé, nous a développé un outil pour les podcasteurs, mais de folie furieuse, que j'aurais vendu avec Cosa Vostra 150 K minimum. Et si c'est un truc qui aurait dû être fait sur Salesforce, si tu es sur un truc comme ça aurait valu 200-300 000 euros. Ah, mais c'est clair. Et il a fait ça en 3 jours. Incroyable. Donc ça voilà, c'est une belle illustration de ce qu'on peut proposer. De ce qui change et de ce qu'on peut proposer. Un autre gros apprentissage de l'année dans un épisode, on l'a un peu évoqué à l'instant, c'est comment tu peux être hyper successful dans ta boîte, avoir une boîte qui fait plein de cash, en faisant les choses bien, profondément, en respectant les gens, la planète, okay. Si t'acceptes que ça prend 20 ans. Que tu lèves pas d'argent, que ça prend 20 ans, en fait, c'est l'histoire de ta vie, c'est la boîte de ta vie. Ça, Veja, épisode tourné quand même au fond de l'Amazonie, avec des poules. Je pense que c'est je pense pas, je suis sûre. C'est le tournage le plus what the fuck qu'on ait fait ever en 8 ans, 9 ans de génération de Turcel. C'est vrai, 100%. Mais donc, ce que cet épisode nous apprend, ce que Sébastien Kopp nous apprend avec Veja et ce que ce film qu'on a tourné au Brésil avec lui nous apprend, c'est qu'en fait, ça prend du temps, mais tu peux avoir une boîte qui fait énormément de cash, qui est hyper rentable, qui t'appartient à 100% avec tes associés. Ils sont à deux, 50-50. Ils sont 50-50, ils font 250 millions de chiffre d'affaires et ils margent à... Enfin, je veux dire, la boîte est ultra rentable. C'est possible. C'est possible. Juste que ce soit la boîte de ta vie. Il faut une grosse croissance, mais là où il faut être patient, c'est que, en effet... brique par brique. Ouais, brique par brique. En fait, les premières années, tu fais 1 million, 2 millions, 3 millions. Mais si tu doubles à chaque année, faites le calcul. Il faut pas x2 à chaque année. Mais même si tu fais 30-40% à chaque année, ce qu'ils font plutôt, en fait, la trajectoire, ça s'accélère quand même très fort. Ils sont dans le monde entier. C'est bien plus gros que ce qu'on pourrait penser. Bref. Allez écouter cet épisode. C'était un des meilleurs de l'année. Et un dernier pour la route, quand même, dans les apprentissages. Esther Perel, quelle rencontre merveilleuse. Ouais, je suis d'accord. Quelle chance de l'avoir reçue. Esther, très sympa, on a une connexion très forte, j'ai trouvé. On en a reparlé avec elle par la suite. J'ai adoré cet épisode. Sur les relations humaines, donc comment l'importance de l'écoute dans les relations humaines, et puis elle donne en fait vraiment, et puis c'est son métier, tous les meilleurs hacks pour
devenir meilleur dans toutes tes relations, dans ta vie, à tous les niveaux. Et cet épisode était tellement clair, tellement impactant. C'est l'épisode, je te jure. Mais on m'en parle encore. Je sais pas quand on l'a fait, je dirais il y a 6 mois. En juillet. En juillet, merci. Tous les jours, une nouvelle personne m'en parle. J'ai au moins, mais je n'exagère pas, au moins 10 ou 15 personnes autour de moi qui m'ont dit je l'ai écouté 2 fois. Les gens ont été obsédés par cet épisode. Tout le monde nous a dit qu'ils l'avaient écouté, réécouté. C'est un des plus partagés de l'année, je pense. Il y en a une dont on n'a pas parlé, c'est Anne-Laure Constanza aussi, moi que j'ai adoré comme épisode. Avec, je trouve, plein d'apprentissages, une vie tellement pleine de... tellement cabossée, de rebondissements. En effet, Esther, Anne-Laure, on a eu plein de femmes exceptionnelles cette année, j'en suis très content. D'ailleurs, sur Génération Lecture. On va en faire encore plus. Tout à fait. Toujours. On va finir. On balance quelques livres avant de terminer. Des livres qu'on nous a beaucoup recommandés, qu'on a kiffés. Alors moi, je voudrais juste... Je suis obsédée par ce livre. J'ai réussi à le faire acheter à 2 personnes le week-end dernier encore. Sur la Chine toujours. Mais en fait, il est exceptionnel et surtout, il est... hyper intelligible pour vraiment comprendre les enjeux de la Chine, ouvrir les yeux sans que ce soit chiant, rébarbatif ou inaccessible. La Chine, donc le livre s'appelle La Chine ou le réveil du guerrier économique par Ali Laïdi, qui est à la fois chercheur et à la fois journaliste, ce qui permet vraiment de faire ce pont entre du super profond et du super intelligible. On met les liens vers tous ces livres dans l'épisode. Plus récemment, il y a eu le livre de Pierre de Villiers, le dernier. Ah oui, tout à fait, que j'ai adoré. En effet, un épisode qu'on va sortir bientôt donc restez stay tuned. Mais j'étais très content d'avoir un chef d'état-major des armées, un ancien SEMA comme on dit. Ça c'est vraiment quelque chose de que je cherchais. Pierre de Villiers, c'est quelqu'un qu'on cherchait à avoir depuis assez longtemps. Et l'épisode était exceptionnel. Ouais, très très bon épisode à venir. Pour le succès des armes de la France. Pour les succès des armes de la France. Voilà, j'en ai eu un signé, toi aussi d'ailleurs. Et après, alors moi, je me suis envoyé sur un gros livre cette année. Moi d'abord, je t'ai inspiré sur le... Mais il y en a beaucoup qui me l'ont recommandé, c'est aussi parce pour que ça vient de Joël Dicker. Et c'est Joël Dicker, et voilà, c'était Belle du Seigneur. Il a fallu se le faire. Alors, j'ai adoré. C'était incroyable. C'est incroyable. Tu l'as fini, toi ? Ouais, ça y est. Ok, parce que tu l'as fini après moi finalement, je crois. Mais alors, il m'a pris tout l'été quand même. Non seulement parce que c'est un long livre, alors j'ai lu 1 ou 2 livres en parallèle en même temps, mais aussi parce qu'il est assez exigeant en termes de lecture. Moi, j'essaie de recommander ici plutôt des livres que tout le monde peut lire facilement, parce que moi, le premier, j'aime pas trop me prendre la tête. Et celui-ci, en termes de littérature et d'écriture, il y a des moments où, pour ceux qui ne l'ont pas lu, tu as des personnages, mais ça illustre il a plusieurs styles d'écriture, et tu es dans la tête de quelqu'un, et en fait, dans la tête de ce quelqu'un, il n'y a pas de points. Donc, tu vas voir un chapitre quasiment sans points, et c'est un gros délire, mais... T'as un côté très absurde, c'est le style, enfin bref, c'est un livre, tu sais, quand tu te dis, ah putain, il y a tellement de classiques que j'ai pas lus, nous, on était tous les deux à jamais l'avoir lu, ce classique, et il est... extraordinaire, il reste dans ta tête, alors aussi parce que tu mets longtemps à le lire, mais il reste dans ta tête pendant longtemps. Pensez avec clarté, moi je voudrais aussi pousser, pardon, tu voulais y aller, vas-y. Chienne Paris, qu'on a reçu, un épisode dont on n'a pas reparlé ici, mais tellement d'apprentissage dans ce livre. Lisez-le. Et dans cet épisode. Ouais, dans cet épisode. Si vous avez la chance de pouvoir lire en anglais, Clear Thinking, je trouve que la version anglaise est potentiellement plus claire encore. Peut-être que la langue permet de mieux, mais ouais, vraiment très concret dans les apprentissages. Pardon, Clem, tu voulais en donner un, toi. Non, le dernier, peut-être le tout dernier, dans un autre registre complètement, qui est un livre recommandé par Amanda Sterz, mais donc de 2024, mais moi que j'ai lu en 2025, qui s'appelle L'urgence et la patience de Jean-Philippe Toussaint. C'est un tout petit livre. Jean-Philippe Toussaint est un romancier extraordinaire, enfin personnellement que j'adore. C'est un tout petit livre qui raconte une méthode d'écriture, et en fait elle nous l'avait recommandé dans son épisode parce qu'elle disait, si tu veux écrire, lis ce livre et tu vas comprendre en fait les méthodes d'écriture. Ça te raconte, elle, c'est sa bible pour la méthodologie d'écriture. Et c'est t'as envie d'écrire ou tu l'as lu juste comme ça par curiosité ? Je l'ai lu parce que j'adore cet auteur et que j'avais jamais lu ce livre-là de lui, et que je suis toujours hyper curieuse des méthodes d'écriture. C'est un truc qui personnellement m'intéresse. Donc, si c'est des choses qui vous intéressent sur les méthodes d'écriture, il est tout petit, très court. C'est un peu ambiance, tu vois, ça reste en toi un peu comme L'homme qui plantait des arbres de Jean Giono. Je
Que j'ai offert à 20 Dans personnes. un autre cette registre, année, ouais, bien sûr. Moi, je l'offre, je l'ai offert, je pense aussi pareil à 20 personnes cette année. Mais bref, L'urgence et la patience, Jean-Philippe Toussaint, si ça vous dit. Moi, j'ai adoré ce livre. C'était The Road Less Traveled, que beaucoup de gens ont lu aussi autour de moi. De mémoire, c'est le livre qu'avait proposé Carlos Ghosn. Ah oui, exact. Et récemment, il y en a un autre qu'il faut que je retrouve, que je suis en train de lire. Je t'en ai parlé tout à l'heure. Le déclin du courage. Non, alors là, on me l'a recommandé 4 fois cette année, mais Le déclin du courage de Solzhenitsyn, allez-y. C'est 60 pages, mais allez-y, parce qu'à un moment, je crois que c'est ce dont le monde a besoin en ce moment, de courage et de clarté. Et je vais retrouver le dernier. Ok. Comment on finit? Est-ce qu'on déjà, on va juste remercier nos auditeurs. Vous, si vous êtes là, c'est qu'a priori, vous faites partie de notre corps audience et des gens qui nous supportent après tant d'années, et qui nous supportent à tous les sens du terme. Donc merci, parce que nous, c'est aussi grâce à vous, qu'on a ça, que moi je mesure, je le dis parfois assez souvent, mais la chance qu'on a et la chance que j'ai de faire mon métier, qui est juste... j'ai décidé de couper beaucoup de choses autour de moi pour ne faire que ça, presque, avec OVNI, avec WeVest, et puis bientôt avec un autre partenaire avec qui on devrait s'embarquer cette année. Voilà, c'est l'essentiel de mon job, et j'ai une chance inouïe, et c'est grâce à vous, je le reconnais, et j'y pense tous les jours. Et je voudrais aussi qu'on remercie notre équipe, parce que qu'on a cité au début. Qu'on a cité, mais voilà, Mathéo, Axel, Clément, Manon, on a tout le monde, et ça, Clémence évidemment, mais c'est un gros délire, et puis c'est une équipe qui s'est aussi pas mal renouvelée cette année. Pour des tas de raisons, on embrasse aussi les anciens, mais pour se projeter dans une nouvelle ambition, on a eu aussi un changement naturel, et on est hyper content, et je mesure aussi la chance au quotidien que j'ai de bosser moi avec chacun d'entre vous. On peut embrasser aussi Lou, avec qui on a passé finalement une bonne partie de l'année. 100%, t'as raison. Puisque qui était notre alternante, qu'on adore, qu'on voit encore tout le temps. Voilà, qu'est-ce que tu voulais? T'avais une autre idée, je crois. Non, pas d'autre idée. Qu'est-ce qu'on fait? On se met un défi, on fait un pari. Qui tu veux recevoir en 2026? Je sais pas. Qu'est-ce qu'on se met comme gros défi là? Où est-ce qu'on va après Carlos Ghosn? Bon, on veut, ça on le sait, les gens le savent, mais on veut du Elon Musk, on veut du Pouyanné, on veut... Elon Musk, Pouyanné, si on a déjà un des deux, c'est... C'est un gros... au-delà. Voilà, au-delà. On voudrait... T'as d'autres idées, toi? Il y en a plein. Il y en a plein. Mais on travaille sur beaucoup de personnes. Ah, je sais. Yuval Noah Harari. Ah, Yuval, ce serait fou aussi. En termes de réflexion sur l'humanité, sur l'avenir, ce serait vraiment fou. Voilà, on va travailler... Quelqu'un qu'on aimerait aussi beaucoup recevoir, qui veut pas, pour l'instant, en tout cas qu'on n'arrive pas à atteindre, c'est Christine Lagarde. Christine Lagarde... Morgane aussi, de Cézanne. On travaille des Virginie Efira, j'aimerais bien avoir Angèle, tu vois, ou des Léna potentiellement, pourquoi Léna, pas. peut-être. Et ça, là-dessus, sur toutes ces personnes qu'on travaille, et puis plein de surprises aussi, je pense. Plein de gens qu'on n'a pas vu venir. Je pense qu'il y a des gros trucs qui vont tomber. Tu vois, et là, c'est rien que ce mois-ci, je reprends Ivan Zhao, De Villiers, Benoît Saint-Denis qui débarque aussi bientôt, qu'on a tourné. Enfin, on a quand même une programmation assez exceptionnelle. Assez folle en ce moment. Et c'est dur, mais c'est notre sujet principal du matin au soir, du soir au matin, et on continue d'avancer. Et plus on avance, plus on va loin, donc plus c'est dur, et à la fois, c'est le jeu. Voilà, on vous incite à nous aider sur les lancements qu'on va faire, Fleuron, le lancement de la Chine. Vos commentaires sont précieux. Et surtout, dites-nous en commentaire tout ce que vous avez aimé, moins aimé cette année. Qu'est-ce que vous voudriez recevoir ou voir comme contenu au sens plus large. Tous vos commentaires seront ultra précieux. S'il y en a plein, on fera
un épisode, un live Twitch débrief de vos commentaires, réponse à vos commentaires, ça serait marrant pour lancer la chaîne Twitch. Ouais. Voilà. On met les liens sur toutes les choses auxquelles il faut s'abonner. On vous remercie big time. Vous aussi, restez positifs, restez exigeants, restez ambitieux. Ambitieux, performants. L'année 2026 va être pleine de défis, mais on doit faire de ce monde un monde meilleur, et c'est que en se bougeant tous et en étant intentionnistes qu'on va y arriver. Donc voilà, restez avec nous sur Génération It Yourself, sur Combien ça gagne, sur tous nos médias. On vous dit bisous, à l'année prochaine. On vous retrouve en 2026. Ciao. Merci Matt. Salut. Merci Clem.